Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a accepté avec un grand plaisir votre aimable invitation à présider la cérémonie d'ouverture de cet atelier organisé par l'Union des magistrats sénégalais. Il m'a chargé de vous transmettre ses excuses puisqu'il représente actuellement notre pays à Bamako au Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA. Mesdames et messieurs, l'UMS nous convie ce matin à réfléchir dans le cadre de cet atelier sur le thème « État de droit et indépendance de la justice, enjeux et perspectives ». Je voudrais d'emblée féliciter le bureau de l'UMS qui, à travers l'organisation d'ateliers du genre, démontre sa volonté de s'élever au-dessus des contingences d'ordre matériel pour maintenir un débat fécond au sein de la magistrature, mais aussi entre la magistrature et les différentes composantes de la société. Il est question aujourd'hui de contribuer à consolider l'ancrage de notre nation dans les principes qui fondent l'État de droit, au premier desquels figure l'indépendance de la justice. À ce sujet, il nous semble pertinent de rappeler que notre pays, depuis son accession à la souveraineté internationale, s'est évertué à consacrer dans ses textes constitutionnels et législatifs la séparation des pouvoirs et à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le Sénégal était alors bien seul en Afrique dans cette option qu'il n'a cessé de consolider et d'approfondir. En effet, la Constitution du Sénégal dispose dans son article 88 que, je cite, « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. » Fin de citation. Ce même texte fondamental garantit l'indépendance de la justice et de celles et ceux qui la rendent en proclamant notamment en son article 90 que les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Au plan législatif, l'article 6 de la loi organique numéro 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats réaffirme l'inamovibilité des magistrats du siège tout en subordonnant à leur consentement toute affectation nouvelle les concernant, même par voie d'avancement. Ils peuvent néanmoins, sans leur consentement, être provisoirement déplacés après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la magistrature et pour une durée ne pouvant excéder 3 ans. Il faut à ce sujet comprendre que la mobilité fonctionnelle des magistrats répond à la fois à un besoin de justice et d'équité dans la gestion de leur carrière. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre permettant de préserver à la fois le principe de l'inamovibilité et le besoin d'une gestion juste des ressources humaines de la justice. S'agissant des magistrats du parquet, l'article 17 de la loi organique susvisée les place sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du ministre de la Justice. Le même article précise qu'à l'audience, leur parole est libre. L'article 28 du Code de procédure pénale s'inscrit dans cette même logique en habilitant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale et à lui enjoindre d'engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions qu'il juge opportunes. Il convient de souligner en outre que notre loi fondamentale reconnaît au président de la République en son article 42 la prérogative de définir la politique de la nation, laquelle englobe bien entendu la politique pénale. Il est donc normal qu'un gouvernement qui porte une politique pénale, qui la défend devant la représentation nationale, puisse l'appliquer sous la direction du ministre de la Justice par l'organe des procureurs généraux. Pour autant, l'existence d'un lien entre le ministère public et le ministère de la Justice suppose-t-elle forcément une accointance avec le pouvoir politique? Ce serait à l'évidence faire peu de cas du professionnalisme de nos magistrats, notamment ceux du parquet. Il nous semble que ce lien
souvent présenté de façon caricaturale, mériterait d'être mieux compris, eu égard notamment à l'option prise depuis un certain temps et consistant pour la chancellerie à ne pas adresser des instructions individuelles au ministère public. Par ailleurs, et le thème de la dernière conférence nationale des chefs de parquet l'illustre à suffisance, la mise en place d'un dispositif électronique de collecte et de traitement des informations judiciaires traduit une volonté de fonder la définition de la politique pénale sur des éléments objectifs et mesurables. Vous en conviendrez, notre système judiciaire contient les garanties intrinsèques de nature à permettre à tout magistrat qui le souhaite d'assumer son indépendance. Celle-ci est avant tout une question de responsabilité individuelle. Montesquieu affirmait, avec raison, qu'il faut éviter de faire avec les lois ce qu'on peut faire avec les mœurs. En la matière, notre pays est allé plus loin que beaucoup de vieilles démocraties en consacrant un pouvoir judiciaire et non une autorité judiciaire. Il convient en outre de ne pas perdre de vue que la justice est un service public et en tant que tel, le bon fonctionnement de son administration est une exigence de politique publique qui excède le seul champ judiciaire. Pour cette raison, ni l'indépendance de la justice, ni le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent s'analyser en démocratie comme un terrain de conflit de pouvoir, mais plutôt en termes d'équilibre des pouvoirs tendant vers la concrétisation de la politique de la nation définie par M. le Président de la République conformément à la Constitution. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement reste ouvert à toute avancée qui serait en adéquation avec cette prérogative régalienne. Je ne saurais conclure sans réaffirmer solennellement la ferme volonté du gouvernement de consolider l'indépendance de la justice et de renforcer la transparence dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des Sceaux attend dès lors, avec un grand intérêt, les conclusions qui seront issues des travaux. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots qu'au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice, je déclare ouvert le présent atelier et vous remercie de votre aimable attention.